Cher 2020, tu as été, et tu resteras pour n'importe qui, n'importe où sur Terre, une année mémorable que nous n'oublierons incontestablement jamais. Depuis que tu es arrivé, le monde s'est mis progressivement à ralentir. Les choses qui nous paraissaient si banales autrefois sont désormais devenues des moments rares, précieux, et en fait même dangereux. Dans le monde d'avant, celui où on pouvait encore se parler, partager des moments ensemble, contempler des couchers de soleil, écouter des gens chanter devant des foules de vie humaine, partir à la rencontre du monde avec un vélo, une voiture, ou simplement en marchant dans la rue. Tout ça, ce ne sont plus que des souvenirs qui commencent sur la longueur à se faire lointains. Mais c'est ainsi pour une bonne raison. Parce que si nous ne prenons pas sur nous-mêmes pour supporter cette distanciation, il y a un nombre incalculable de vies qui ne seront plus là, sans parler de ceux qui sont déjà partis pour pouvoir vivre dans le monde d'après. Alors maintenant, voilà une question à laquelle nous allons tenter de répondre. Si nous savons tous que nous devons prendre sur nous pour faire de cette période un lointain souvenir, pourquoi est-ce que c'est quand même si dur de rester enfermé chez soi ou de ne pouvoir voir que la moitié d'un visage? Laissez-moi commencer par une histoire. C'est l'histoire d'une mère qui donne naissance à deux jumelles, Dolores et Luna. La mère, qui ne souhaitait qu'un seul de ses deux enfants, décida de porter tout son amour sur une seule de ses filles, au détriment de l'autre, qui sera laissée pour oublier. Dolores, la fille oubliée, restera seule dans un coin d'une pièce. Mais sa mère, ne souhaitant tout de même pas la mort de son enfant, laissa son entourage la nourrir aux heures où l'on avait besoin. Les jours passent et continuent à passer. Et Dolores commence à déprimer. Petit à petit, elle commence à refuser de se nourrir, jusqu'à qu'elle finisse par en lâcher. Dolores est morte de l'absence de sa mère. De son côté, Luna, dès les premiers instants de sa vie, a pu ressentir le contact de peau à peau avec sa mère, échanger ses premiers regards et ses premiers sourires. Ça y est, Luna se sent acceptée par le monde. Maintenant qu'elle se sent en sécurité, elle peut rentrer en contact avec diverses textures, diverses formes, divers corps aux chaleurs différentes et commencer petit à petit à se faire sa propre idée du monde, toujours sous le regard de sa mère, qui lui assure protection lors de ses explorations. Puis Luna grandit. Elle commence à se faire des amis. Ses amis qui sont là pour l'écouter la font se sentir exister. Grâce à leurs regards et au miroir qu'ils sont sur elle-même, Luna se construit une identité. Seulement, après la découverte du crime de l'abandon de sa fille Dolores, la mère de Luna se retrouve condamnée au même sort que celle qu'elle a fait subir à son enfant. Elle s'est retrouvée seule, dans une cellule sans aucun contact avec le monde extérieur. Rapidement, elle devient paranoïaque et elle commence à avoir des hallucinations. En fait, dans sa solitude, elle ne peut pas utiliser la perception des autres pour lui permettre de discerner ce qui est réel de ce qui ne l'est pas. C'est le contact social qui nous permet de valider nos perceptions sur l'environnement. Or, son corps étant privé de tout stimuli extérieur, il se met à surréagir en essayant de lui faire entendre et voir des choses qui n'existent pas. Devenue dépressive, elle commet des actes de violence dirigés sur son propre corps, jusqu'à se suicider. Luna, qui n'était pas au courant de l'existence de sa sœur, ne pardonnera jamais le crime de sa mère. Mais elle aura tout de même beaucoup de mal à surmonter son suicide. Heureusement, elle pouvait continuer de compter sur ses amis pour l'aider à supporter cette épreuve. Puis elle vieillit. Ses amis ont tracé leur chemin de leur propre côté, elle ne les voit presque plus jamais. Et pour ne rien arranger, elle n'a jamais trouvé l'amour. Elle finit sa vie seule, dans sa petite maison. Elle n'avait plus rien pour se rattacher à la vie. Alors elle se laisse partir, faisant d'elle la première de ses amies à disparaître. Ce que je viens de vous raconter, ce n'est pas une simple histoire que j'écris au hasard. C'est la mise en récit de plusieurs travaux qui ont été réalisés ces dernières années sur l'importance des contacts humains. Et pour reprendre John Bowlby, dont je me suis inspiré des travaux pour écrire cette histoire, le besoin d'attachement est actif tout au long de la vie, du berceau au tombeau. La sélection naturelle a inscrit dans notre biologie la nécessité de garder du contact avec les autres, parce qu'elle a découvert que quand il y a des gens pour nous soutenir, on améliore nos chances de survie. Et on a même découvert que des personnes qui se sentaient seules avaient un certain type de cellules immunitaires en quantité anormalement faible, ce qui les rendait particulièrement vulnérables aux infections. Comme si ce n'était pas assez, ces mêmes personnes avaient également un taux anormalement haut d'un autre type de cellules immunitaires qui, elles, cette fois-ci, favorisent l'inflammation. Donc si c'est difficile de se défaire des contacts sociaux, c'est parce que c'est un besoin psychologique et pas juste un caprice personnel. Ok, maintenant qu'on sait pourquoi et à quel point la présence de l'eau c'est important pour nous, on va voir quels sont les premiers bilans qui ont été observés dans un monde où on ne peut presque pas s'approcher et où on ne peut plus se voir. La première chose qu'on a pu observer, notamment depuis le premier confinement du mois de mars, c'est une augmentation de l'anxiété chez les gens. Et ça peut aller jusqu'à provoquer de la détresse psychologique et jusqu'à des états dépressifs chez les personnes les plus atteintes. Donc, dans les symptômes les plus récurrents qu'on a observés depuis le mois de mars, on peut noter une diminution des contacts avec les autres, pareil pour les rencontres ainsi qu'un évitement des espaces publics, des états de sentiments négatifs comme de la peur, de la méfiance, de la frustration, voire de l'agressivité, des troubles du sommeil, des troubles du comportement alimentaire ou encore des conduites addictives. Et fait intéressant ou effrayant, ça c'est à vous de choisir, mais on a même constaté que nos rêves eux aussi comportaient moins d'émotions positives, mais au contraire, ils faisaient plus allusion à la mort ou à la santé. Mais ça, pour le coup, c'est pas nécessairement une mauvaise nouvelle, dans la mesure qu'on sait que les rêves, grâce à des sortes de simulations virtuelles, nous aident à faire face aux changements brusques de nos habitudes sociales, comme les changements que nous sommes en train de vivre actuellement.
Ça, c'était pour les symptômes. Mais maintenant, pour les causes, qu'est-ce qui rend les gens si anxieux? Évidemment, la maladie a quelque chose à voir là-dedans. Mais ce n'est pas à cause de la maladie en elle-même que les gens deviennent anxieux. En fait, c'est plutôt la menace économique qui inquiète le plus. À cela, on ajoute le manque de clarté des informations fournies par les médias et le gouvernement, ce qui nous empêche de nous projeter dans l'avenir, et nous voilà avec de vraies raisons de nous inquiéter, voire de déprimer. Sentiment d'impuissance face à son avenir. Perte de contrôle de la situation. Sensation de privation de ses libertés, environnement saturé des paroles traumatisantes des médias qui ressassent sans cesse les mauvaises nouvelles. C'est ici qu'il faut chercher les origines des troubles psychologiques qu'on vient de mettre en évidence. Quand il y a pandémie, nous avons un problème. Parce que le corps, c'est ce qui nous permet de mieux faire face au changement et l'insécurité. Sauf que le problème, c'est que non seulement nous vivons un confinement physique à cause de l'isolation et de la distanciation sociale, mais on vit aussi un confinement psychique parce qu'en fait on ne peut pas nouer de relations affectives avec l'autre. Parce que le corps, c'est un danger de contamination. Les masques, dans la rue, c'est angoissant, car ça nous empêche de voir des visages riches d'expressions et surtout un sourire. Élément très important de la communication humaine qui apparaît entre la 5e et 6e semaine après la naissance. C'est lui qui nous permet de ressentir la manière dont l'autre nous perçoit. Masquer un sourire, c'est rendre les émotions de l'autre imprévisibles, invisibles. Nous voulons voir des visages parce que c'est réconfortant. Mais en même temps, voir quelqu'un qui n'est pas masqué, c'est angoissant parce que peut-être qu'il peut nous contaminer. Cette épidémie, elle vient bouleverser notre rapport au corps jusqu'à changer nos rapports sociaux. Par exemple, prenons l'exemple de la poignée de main ou de la bise. Autrefois, à l'époque normale en fait, la poignée de main ou la bise, c'est quelque chose de tout à fait normal, c'était un geste de politesse pour aller dire bonjour à quelqu'un, juste pour présenter un signe d'accueil envers la personne. Sauf qu'aujourd'hui, qui n'a pas été en situation, qui rencontre un de ses amis, qui va voir un de ses proches, n'importe qui, et là il vient à se poser la question, est-ce que je lui serre la main, est-ce que je fais la bise, est-ce que je fais comme d'habitude ou pas? Et ça paraît anodin, mais psychologiquement c'est une situation très difficile parce que ça nous oblige à nous comporter avec nos amis de la même manière qu'on se serait comporté avec un inconnu autrefois. C'est-à-dire qu'on accepte la discussion, mais pas le rapprochement et encore moins le contact. Nous sommes coincés dans une sorte de contradiction où l'idée même de ne plus voir de visage et de ne plus pouvoir s'approcher, c'est aussi angoissant que de pouvoir le faire. Je n'arrive plus à savoir de quoi sera fait demain. J'avais besoin de ton corps pour te faire du réconfort, mais le nouvel ordre social a décidé que nous devions tous nous séparer. Parce que même si j'ai besoin de toi, ton corps me fait peur. Ne pratiquez pas la distanciation sociale. Pourquoi? Parce que ça veut dire prendre du recul entre soi et les autres, et nous, c'est pas ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est être physiquement loin des autres, mais rester socialement connecté. Ça s'appelle la distanciation physique, pas la distanciation sociale. Maintenant, ok, on est tous éloignés, on peut plus se voir, c'est compliqué. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir mieux supporter cette situation? Moi, j'ai 3 conseils à vous donner. Le premier, c'est de conserver vos liens d'amitié. Votre téléphone sera votre meilleur allié pour faire ça. C'est grâce à nos amis qu'on se sent valorisé et soutenu. Alors profitons-en pour montrer la valeur de la relation qu'on entretient avec eux. La bonne nouvelle, c'est que pour témoigner cette valeur, envoyer un simple message à quelqu'un qu'on apprécie et dont on veut obtenir les nouvelles, c'est suffisant. Les gens sous-estiment l'effet positif que ça peut avoir sur les autres et sur eux-mêmes, le fait de tendre la main à quelqu'un, même virtuellement. Je sais pas si vous le savez, mais donner ça procure bien plus de bonheur que de recevoir. La bonne nouvelle de cette information, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre les messages de qui que ce soit pour essayer de sortir de notre solitude. Parce que décider nous-mêmes de prendre contact avec quelqu'un, ça nous apportera déjà le sentiment de bien-être qui nous manquait. Un nez qui se plisse, une bouche qui se courbe, des joues qui rougissent. Mais aussi un regard qui brille, des bras qui dansent, une tête qui se penche. Voilà tant d'indices qui nous permettent de mieux comprendre l'état de l'autre. La communication humaine, ce n'est pas qu'une bouche et des mots. C'est bien plus que ça. Alors dans un monde où on ne peut plus voir de sourire, réapprenez à contempler toute la richesse d'émotions qui peut se transmettre dans les regards. Et prenez le temps de mettre des mots sur les émotions que vous ressentez. Si on s'en tient juste au visage, il est composé de 43 muscles faciaux associés à plus de 10 000 combinaisons et expressions différentes. Alors il y a bien là-dedans quelque chose que vous pouvez interpréter dans les rares moments où vous pouvez voir des visages dans le monde extérieur. Gardez du lien social, c'est important. Une personne qui se donne une direction dans la vie, même si ce n'est qu'une portion de celle-ci, c'est une personne qui renforce son sentiment d'autonomie et d'identité. Mon deuxième conseil, c'est ça, fixez-vous des objectifs. William James, un philosophe et psychologue américain, a dit ceci. En général, un temps rempli d'expériences variées et intéressantes semble court à vivre, mais est rétrospectivement long. Par ailleurs, une étendue de temps vide d'expérience semble longue à passer, mais paraît rétrospectivement courte. Ce que ça signifie, c'est que si vous ne faites rien pendant cette année où vous n'avez pas grand-chose à faire, non seulement ça vous paraîtra long à vivre parce que vous vous ennuyez, mais une fois cette période passée, vous aurez eu le sentiment d'avoir perdu 1 an de votre vie. Alors que si vous vous fixez des objectifs intéressants pour vous, et en plus qui sont variés, ça peut être apprendre à dessiner, apprendre un instrument de musique, lire un livre, ou n'importe quel objectif sportif, non seulement le temps passera plus vite, mais en plus de ça, quand vous regarderez derrière vous, vous aurez le sentiment d'avoir accompli un grand nombre de choses et d'avoir su tirer bénéfiquement de tout ce temps qui vous a été offert. Et parce que je parlais de sport, sa pratique sera mon dernier conseil.
Depuis 1 an maintenant, je suis seul chez moi. Au début, c'était bien. Ça m'a permis de me recentrer sur moi-même. Mais à force d'être enfermé à l'intérieur d'un espace et à l'intérieur de mon propre corps, je commence à ressentir tous mes inaccomplissements, mes échecs, mes erreurs, mes blessures internes. Mais je n'en suis pas resté là. Je suis parti dehors explorer le monde extérieur, parce que quand il y a des choses qu'on n'arrive pas à obtenir, comme un soutien amical, amoureux ou familial, il faut bien aller quelque part pour ne pas se retrouver seul avec soi-même. Alors moi, j'ai décidé de sortir mon vélo tous les jours, de faire le tour de chez moi. Pas vraiment pour compenser une solitude que je ressentais, mais plutôt pour la prévenir. On peut être n'importe qui, mais on a tous des choses auxquelles on n'a pas envie de penser, mais qui finiront quand même par remonter parce qu'on n'a rien fait pour l'empêcher. De toute façon, on n'avait pas vu arriver. Le sport, c'est très important pour notre équilibre psychologique. Au-delà de ça, ça améliore notre hygiène de vie, ça diminue les risques de troubles alimentaires et les troubles du sommeil qui sont des symptômes récurrents d'un monde tout essentiel. Alors faites du sport, ça ne pourra qu'améliorer votre quotidien et votre santé. Ah et aussi, dernier petit détail, on n'a pas besoin d'être confiné pour se sentir isolé. Ce n'est pas parce qu'une personne n'est pas seule qu'elle ne se sent pas seule. La solitude, ce n'est pas une donnée objective. On peut se sentir seul dans une foule, par exemple. La solitude, c'est un sentiment que peut ressentir un individu qui n'a pas la présence sociale qu'il aimerait avoir. Il ne faut laisser personne sur le bord de la route. Ce n'est pas parce que quelqu'un a l'air d'être dans une situation favorable qu'il va nécessairement bien. Et ce n'est pas un simple « ça va » qui en dira plus sur son état. Prenons le temps de prendre du temps avec les autres. Pour conclure, je reprendrai les mots du Dalai Lama. Les Français vivent comme s'ils n'allaient jamais mourir et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu. Nous perdons énormément de temps à faire des choses qui ne sont pas les bonnes. Et ce n'est pas que depuis cette année. Passer du temps devant la télé, sur les réseaux sociaux ou n'importe où ailleurs sur notre téléphone, ça ne remplace pas le contact avec les autres. Et au contraire, ça fait exactement l'inverse de ce qu'on souhaiterait. Il serait dommage de gâcher là-dedans tout le temps qui nous est offert dans un monde où tout s'est brutalement ralenti. Même si le téléphone est un outil magique pour garder le contact avec les autres, cette période nous a aussi montré que le numérique n'est rien à côté d'une véritable présence humaine. En attendant de retrouver des jours meilleurs, concentrons-nous sur nous-mêmes en faisant ce que nous n'avons d'habitude pas le temps de faire. Pensons aux autres. Prenons le temps qu'il faut dehors, autour de chez nous. Et surtout, n'oublions pas qu'il y aura un après, que cette situation n'est pas éternelle et que peut-être, si nous faisons ce qu'il faut, nous en sortirons transformés. L'homme est un animal social, mais c'est peut-être cette année qu'il en prend le plus conscience.